En avril dernier, en visite à Tokyo, Emmanuel Macron avait surpris avec ce geste, le Kamehameha de Dragon Ball. Une passion présidentielle pour la bande dessinée japonaise qui se confirme et se partage. Vous connaissez mon intérêt pour les mangas. Avec l'Arabie Saoudite, nous faisons une annonce sans précédent. Du jamais vu depuis Disneyland Paris. Une nouvelle destination mondiale, ici en France. Emmanuel Macron et le prince saoudien Mohammed Ben Salman ont dévoilé lundi à l'Elysée un projet qualifié d'hors norme. 3 parcs d'attractions consacrés notamment à l'univers des mangas verront le jour près de Paris avec 22 000 emplois annoncés à la clé. Le projet sera financé à hauteur de 6 milliards d'euros par l'Arabie Saoudite qui pilote déjà un méga projet de parc d'attractions près de Riyad. Le chantier français sera lui lancé sur la commune de Courdimanche dans le Val d'Oise, sur ce site où se trouvent les vestiges de Mirapolis. Mirapolis a été le tout premier grand parc à thème tricolore. Oh, c'était super! Inauguré en 1987, il explorait le patrimoine littéraire français. Mais 4 ans plus tard, le parc, symbolisé par sa statue de Gargantua, a croulé sous les dettes. Remplacer ce géant issu de la littérature française par un parc dédié au manga japonais et financé par l'Arabie Saoudite, le projet divise. C'est même une hérésie, selon le président du Puy du Fou, parc à thème axé sur l'histoire de France. Plutôt que d'aller chercher une licence japonaise, cherchons dans les souvenirs de Victor Hugo ou de Saint-Exupéry, ou dans toute l'histoire de France, un imaginaire qui peut être mis en scène de manière merveilleuse. Alors entre les mangas et Victor Hugo, faut-il vraiment choisir? Le projet saoudien représente-t-il un sacrilège ou une chance? Quelle est la part des parcs à thème dans l'attractivité de la France? Nos 3 invités pour ce débat, Alix Merle, bonsoir. Bonsoir. Analyste économique chez Xerfi, spécialisée dans l'analyse des marchés du tourisme et des loisirs. Selon vous, les parcs d'attractions contribuent au rayonnement des territoires. C'est une logique vertueuse. L'activité du parc profite aux autres sites touristiques. Le projet saoudien est plutôt, a priori, une bonne nouvelle. À côté de vous, Stéphane Durand, bonsoir. Consultant en tourisme et loisirs chez Voltaire Expert, un cabinet de conseil où vous accompagnez les collectivités et les entreprises dans leurs projets. Et selon vous, le projet saoudien cristallise les oppositions, d'autant qu'il n'y a pas eu de véritable projet concurrent en France depuis 30 ans. Et vous ajoutez, s'il voit le jour, cela aura un impact forcément sur les autres parcs d'attractions environnants. Et à côté de vous, Rémi Knafou, bonsoir. Géographe, professeur émérite à l'Université Paris 1. Vous êtes l'auteur d'un essai Hypertourisme, le tourisme à l'épreuve de sa démesure. Et vous estimez que ce projet de parc d'attractions est diablement 20e siècle, anachronique en quelque sorte, qu'il ruine l'objectif de faire de la France la première destination de tourisme durable. Par ailleurs, vous ajoutez, on est véritablement dans le fait du prince au sens littéral du terme. Et on va démarrer le débat avec le héros, le super-héros du jour. Bah oui, Dragon Ball, hein, ce héros de manga japonais certainement le plus connu au monde. Un personnage créé sous le feutre du japonais Akira Toriyama il y a plus de 40 ans, très populaire en France et qui devrait donc être au cœur de l'un des parcs d'attractions financés par l'Arabie Saoudite et annoncé par Emmanuel Macron. Un protocole d'accord a été signé, mais les contours restent flous. Est-ce que pour autant, Alix Merle, vous partagez l'enthousiasme exprimé par le chef de l'État ? Oui, le marché des parcs de loisirs est très dynamique ces dernières années. Il est en expansion, que ce soit en nombre de visiteurs, en panier moyen par visiteur. Donc, a priori, on peut imaginer que dans les prochaines années, ce dynamisme va se poursuivre et qu'il y a de la place pour un autre parc en France. Là, c'est 3 parcs, hein, c'est ça, c'est géant, hein, c'est 3 parcs. Anachronique, Rémi Knafou, complètement 20e siècle pour des raisons quoi, écologiques, de durabilité, de tourisme, d'émissions de gaz à effet de serre Oui, pour toutes ces raisons-là, effectivement, puisque c'est un projet qui est en porte-à-faux par rapport à ce qu'était la nouvelle politique touristique de la France, à savoir promouvoir la France comme première destination de tourisme durable dans le monde. Tourisme durable, ça veut dire en particulier se préoccuper de l'empreinte carbone, non seulement du tourisme en général, mais de la manière dont les touristes viennent jusqu'à nous. Et donc faire appel à de plus en plus souvent une clientèle étrangère, c'est se mettre en porte-à-faux par rapport à cet objectif notamment de l'accord dit de Paris sur le climat. Alors il y a d'autres raisons qui font que je suis un peu réservé face à ce projet, même si je ne sous-estime pas l'importance économique, parce qu'il y a la clé effectivement de la richesse à créer, des emplois, tout ça n'est pas négligeable et je le prends en compte. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on rentre là dans une logique
de dépendance de plus en plus forte vis-à-vis des marchés extérieurs, en particulier les marchés lointains. Stéphane Durand, encore faut-il que ce projet aille à son terme. Est-ce que vous êtes confiant en cela ? Alors là, on verra. Il se trouve que depuis 30 ans, depuis Disney, il n'y a pas eu un seul grand projet qui est sorti en France. On a les exemples d'Europa Park, d'Europa City qui avait été porté par un très grand groupe. Il y avait eu beaucoup de moyens qui avaient été mis. Il a été groupe français ou étranger ? Français. Il a été sacrifié pour des enjeux politiques. Center Park a essayé de développer les projets. Ils n'ont pas pu les sortir non plus. Donc la règle, c'est quand même que depuis 30 ans, les grands projets comme ça ne sortent pas. Alors, principalement pour des questions réglementaire, d'urbanisme, c'est très très compliqué. La France est un pays où l'aménagement est terminé, on ne peut plus faire de greenfield, de partir sur des sites vierges. Donc effectivement, là on a l'opportunité peut-être d'être sur une friche, ce qui est une facilité réglementaire. Il va falloir évidemment une grosse volonté politique. On verra l'année prochaine ce qui va se passer. Et assurément, une fois qu'on a des faits d'annonce passés... Parce que ça prend combien d'années là ? Ça prend 3, 4, 5, 6 ans Un chantier de parc comme ça, c'est 3 ans. L'ingénierie, le développement, etc., c'est 2-3 ans aussi. Après, le temps long, c'est les autorisations, c'est les recours, c'est toutes ces choses-là qui peuvent... Disneyland, ça a été 4 ans à peu près. Oui, c'était rapide finalement. Mais Alix Merle, ça coûte donc 6 milliards à peu près. Qu'est-ce qu'on sait de ce fonds souverain ? Est-ce que c'est un fonds qui est crédible, ce fonds souverain saoudien ? Il s'appelle Qiddiya. C'est un fonds qui, il me semble, est associé qui est lié avec l'État saoudien. Donc, a priori, en termes de ressources, il n'y a pas trop de sujets. Il profite des revenus issus des hydrocarbures et du pétrole en tête. 900 milliards qui est aussi sur Voilà, donc les financements, ils sont là. Il n'y a pas de sujet sur le financement. La licence japonaise, il n'aurait pas la licence. Il y a un peu plus de questionnements sur la licence qui n'a pas été négociée ou obtenue. Mais apparemment, ils l'ont... Qiddiya est quand même la filiale du Fonds souverain d'Arabie Saoudite, le PIF, qui investit maintenant depuis 10 ans sur des diversifications économiques. Eux, ils travaillent sur le long terme, et ils préparent l'après-pétrole. Donc ils ont notamment considéré que le tourisme, les loisirs, la culture était un levier de développement économique avec important, avec Vision 2030. Aloula est un exemple de la coopération aussi franco-saoudienne pour développer un très gros projet de ce type-là. Donc et par ailleurs, ils ont effectivement une stratégie de diversification et d'exportation de leur savoir-faire et de leur capacité financière, notamment si on se place sur le plan global, la France, Paris, incontournable sur la carte du monde. Alors, oui, parce que ces 3 parcs pourraient voir le jour, on l'a dit, sur le site de l'ancien parc d'attractions Mirapolis, dans le Val d'Oise, ouvert en 1987 et fermé 4 ans plus tard seulement. Mais avec quel impact économique sur la région ? Les riverains sont pour le moins sceptiques. Écoutez, Tony Claveau est le cofondateur du collectif Mirapolis aux habitants. Si on nous annonce 22 000 emplois, mais qu'il n'y a pas de garantie que déjà ça profite aux gens, aux locaux, en fait, ça ne sert à rien. Et après, c'est quel genre d'emploi ? Si c'est des CDD, on utilise des étudiants, si c'est des emplois précaires, en fait, où on est surexploité comme à Disneyland, on a déjà vu les manifestations il n'y a pas longtemps. Donc en fait, l'argent c'est bien, mais en fait, l'argent ça ne peut pas acheter une identité locale, ça ne peut pas acheter un territoire et en fait, ça n'achète pas tout l'argent. Il a raison, Alix Merle, ou on fait un peu la fine bouche tout de même face au nombre d'emplois créés ? Si ça avait été en Espagne, on aurait dit que l'attractivité française n'était pas au rendez-vous, par exemple. Quelle est votre position ? Non, je pense que l'attractivité française est le rendez-vous. Après, c'est sûr que les emplois dans les parcs d'attractions, c'est de l'emploi saisonnier, c'est l'emploi qui peut paraître précaire. 22 000 emplois ont été annoncés par Emmanuel Macron. Si on prend Disneyland, c'est beaucoup d'intermittents aussi. Après, aussi, le chiffre de 22 000 paraît quand même élevé. Ah bon Disneyland, c'est 18 000 emplois, sachant que c'est 18 000, mais avec 80 hectares de parcs d'attractions. 200 hectares si on rajoute les hôtels et le golf. Ça crée des emplois dans toute la communauté et dans tout... ça crée des emplois, oui, parce que forcément, il faut faire travailler des gens sur place, notamment dans la restauration, dans les hôtels, etc. Après, les intermittents, ils peuvent venir peut-être de Paris, peut-être un peu plus loin. Par contre, ça crée de l'emploi indirect dans le sens où ces gens qui travaillent dans le parc, ils ont besoin d'être logés, ils ont besoin d'avoir une vie, de consommer, faire leurs courses, ce genre de choses. Donc ça crée aussi cet emploi indirect. Et puis ça crée aussi de l'emploi
Du point de vue tout ce qui est entretien, maintenance des équipements, il faut bien que des gens interviennent dans le parc. Rémi Clafou, c'est donc quand même une aubaine, non? Au moment où le chômage remonte en France, on se dit, bon, c'est pas mal du tout. Disneyland est quand même le premier employeur en Île-de-France. Oui, alors de ce côté-là, effectivement, je vous rejoins, il y a une dimension d'aubaine, et d'ailleurs c'est la manière dont je perçois le projet. Il y a une opportunité qui a été exploitée. Il y a de l'agilité dans l'exploitation de cette opportunité, mais je ne vois pas de vision. Vous l'avez rappelé à juste titre, l'Arabie Saoudite a une vision, qui s'appelle d'ailleurs 2030. Bon, c'est sa vision à elle pense à l'après-pétrole avec l'argent du pétrole. Vous voulez dire, nous n'avons pas de vision, nous, les Français? Et nous n'avons pas de vision face à ça, puisque c'était dans les propos de Nicolas de Villiers. Bon, le patron du Puy du Fou. Effectivement, à propos, le patron du Puy du Fou. Mais c'est vrai que ce projet-là, qui met en valeur le soft power saoudien, et qui s'appuie aussi sur le soft power japonais, avec les mangas, finalement, on déroge par rapport à l'idée qu'on se fait, et qui était tout à fait transpartisane, de l'exception culturelle française. Là, on n'y est pas, on ne la trouve pas, et là aussi, il y a un porte-à-faux qui me paraît évident, et ceci relève bien de ce que j'ai appelé l'hypertourisme, c'est-à-dire le système touristique mondialisé, qui est un système extrêmement efficace dans son fonctionnement, mais qui ne se préoccupe en rien des retombées, que ce soit en termes environnementaux, ça va de soi, d'appropriation des biens publics. Il y a là un vrai problème qui est posé, et à travers le peu qu'on sait de ce projet, ce qu'on ne voit pas bien à l'heure actuelle, finalement, c'est déjà l'étude d'impact régional, parce que c'est vrai que ça va se passer à Cergy-Pontoise sur une friche, mais encore faut-il que, effectivement, loger tous ceux qui vont y venir, ceux qui vont y travailler, faire venir les touristes sur une ligne de REA qui est déjà saturée. Donc, ce que j'ai vu dans Disneyland, dans l'histoire même de Disneyland, c'est la hauteur de l'investissement de l'État pour pouvoir rendre le projet viable. Alors, vous avez parlé de Nicolas de Villiers sur la bataille des récits. Voilà ce que dit le directeur du Puy du Fou dans le Figaro. En faisant de la France sa succursale touristique, le pétrodollar saoudien n'investit pas dans un manège. Il finance un récit, une mythologie, un point de vue civilisationnel. Stéphane Durand, vous êtes d'accord avec cela ou pas? Je crois que c'est quand même assez largement exagéré. La réalité, c'est que dans le monde, la France est connue pour l'art de vivre, le luxe et le tourisme principalement. Et donc, effectivement, on est dans une approche qui est globale. Paris est la destination la plus désirée du monde. La France, ses infrastructures, sa capacité d'accueil. Et donc, là où il y a un basculement, c'est qu'effectivement, le Puy du Fou, l'histoire, Astérix, on était dans un personnage français de bande dessinée. Mirapolis, Rabelais, Gargantua. C'est le système américain, la bande dessinée. Et là, on franchit un cap, on est dans l'univers des jeux vidéo. Et ça vient d'Asie, la région, la zone au monde la plus efficace économiquement. Et donc, ça traduit, je pense, ce basculement économique et culturel aussi. Et là où il y a les réserves de clientèle aussi les plus importantes. Oui. Et quand Nicolas de Villiers évoque une haine de ses propres racines, l'oïcophobie, la France cédant à l'exotisme oïcophobe, vous trouvez qu'il va trop loin, même vous, Rémi Knafou, ou pas? Je ne reprendrai pas les mêmes termes, effectivement, mais simplement, je trouve que là aussi, il y a un décalage, une contradiction dans ce système-là. Effectivement, les étrangers qui viennent en France, c'est pour retrouver toute une série de spécificités qu'ils prêtent à la France. Le luxe, les grands paysages, la gastronomie, etc. Là, on est dans autre chose. C'est une autre manière de s'insérer dans la mondialisation qui nous est proposée et qui est une manière quand même plutôt subie que choisie. Et si je fais une référence avec Disneyland, lorsque Disneyland a ouvert, les usines Renault de Boulogne-Billancourt venaient juste de fermer. Et c'était un passage de témoin. Aujourd'hui, on se lamente beaucoup sur le reflux de l'industrialisation française. C'est ce passage de témoin à l'économie des services. Et là, on franchit une étape de plus. En même temps, il y a 150 parcs d'attractions à peu près en France. C'est-à-dire qu'il y a un marché. Donc ça veut dire que ça plaît aux gens. Mais qu'est-ce qui leur plaît concrètement? C'est d'être en famille, c'est devenu un loisir à part entière? Ce qui leur plaît, c'est que voilà, les dépenses de loisirs sont devenues une priorité pour les ménages, quitte à arbitrer en fait sur d'autres dépenses, notamment les biens de consommation, l'aménagement du logement, ce genre de choses. Voire parfois sur l'alimentaire. Enfin, on cherche, notamment depuis le Covid, en fait, on a passé 1 an, 2 ans enfermés, à enchaîner les confinements. Donc depuis,
on essaye de vivre des expériences et on voit que depuis 2019, voilà, le nombre de visiteurs dans les parcs, les 20 principaux parcs a augmenté de 19%, alors que c'était des chiffres qui étaient plutôt, qui progressaient un peu, mais qui étaient assez stables finalement. Il y a un avant-après, là. Il y a un vrai avant-après. Et sur les parcs d'attractions, je pense que, oui, alors certes, il y a un rayonnement de la France sur sa culture, etc. Mais quand nous, les Français, on va dans un parc d'attractions à l'étranger, quand on va à Europa Park, quand on va à Portaventura, c'est pas pour la culture espagnole ni pour la culture allemande. Oui. Je crois que fondamentalement, le Disneyland, ou demain ce projet peut-être, n'enlèvera rien à l'attractivité de la Provence, du Val-de-Loire, des montagnes françaises. On est sur d'autres univers, d'autres référentiels, d'autres imaginaires. Puis enfin, il ne faut pas oublier, on parle beaucoup d'international. Disney, c'est le plus gros, c'est 45% de clientèle française, c'est 55% de clientèle internationale, mais essentiellement européenne, à la part du grand international et minoritaire. Et en fait, on vient avant tout en France, à Paris, et parfois à cette occasion-là, on va chez Disney, mais c'est pas l'inverse. Il y a peut-être au contraire aussi des gens qui vont à Disney. Ouais, et qui vont pas à Paris. C'est très minoritaire. C'est plus minoritaire. On va évoquer avec vous trois la France qui exporte des parcs, ses parcs à l'étranger. Tout n'est pas négatif. Exactement. Le Puy du Fou, qui fort de son succès a réussi le pari de s'implanter en Espagne, à Tolède, tout près de Madrid, en 2021. L'idée, c'était d'adapter le concept vendéen aux spécificités de l'Espagne. Donc le modèle de spectacle grandiose qui retrace 1500 ans d'histoire, il reste le même. Mais les décors et les grands personnages changent. Au lieu de Jeanne d'Arc ou des mousquetaires, on rencontre plutôt le Cid ou Christophe Colomb. Et c'est un succès. Le parc a accueilli 1 700 000 visiteurs en 2025 et réalisé un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Autre succès en Chine, cette fois à Shanghai, avec un spectacle immersif de 2 heures, spécialement pensé pour les grandes métropoles et qui plonge le public chinois dans le Shanghai des années 30. Et le Puy du Fou ne compte pas s'arrêter là, puisqu'un nouveau parc est attendu au Royaume-Uni, près d'Oxford, d'ici 2030. Et le parc Astérix devrait ouvrir une succursale en Allemagne, Anna. Oui, parce que les Allemands sont très friands des histoires d'Astérix en BD. C'est d'ailleurs le deuxième marché juste derrière la France, mais ils sont aussi très friands de parcs d'attractions, ce qui a d'ailleurs poussé la Compagnie des Alpes, qui détient le parc Astérix et le Futuroscope, entre autres, à s'implanter à Leipzig en rachetant un parc déjà existant qui va être complètement métamorphosé pour coller parfaitement à l'univers des irréductibles gaulois. Et là, l'ouverture est prévue en 2030-2031. Rémi Knafou, quand on implante un parc Astérix avec notre culture française, notre histoire française à l'étranger, finalement, c'est pas si différent de ce que fait l'Arabie Saoudite en France. Je pense que c'est quand même assez différent parce que vous l'avez noté à juste titre, il y a déjà un intérêt en Allemagne à l'endroit d'Astérix. Alors, il y a aussi un intérêt à l'évidence en France vis-à-vis de Dragon Ball, effectivement. Mais je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et l'exemple du Puy du Fou à l'étranger est intéressant parce que, de facto, ils se font dans le paysage local. Le Puy du Fou n'a pas commis l'erreur de vouloir replacer l'histoire de France en Espagne, compte tenu des rapports difficiles, notamment à l'époque napoléonienne, entre la France et l'Espagne. Sur les mangas, on est quand même le deuxième pays le plus consommateur de mangas derrière le Japon. Je pense que implanter un parc sur ce thème-là en France, c'est quand même plutôt dans la bonne dynamique. C'est du chauvinisme français ou pas, de s'en émouvoir, Stéphane Durand? Moi, je crois pas. Ce que je pense profondément, c'est que les gens vont dans les parcs pour se faire plaisir, y compris au Puy du Fou. Donc peu importe le soft power ou l'exception culturelle française ou l'influence culturelle. En tout cas, du côté des consommateurs, on va au Puy du Fou notamment parce que c'est un moment exceptionnel, parce qu'il y a un professionnalisme, une qualité qui est absolument remarquable, qui a été d'ailleurs, il fait les meilleurs parcs de spectacle du monde. Donc cette exclusivité-là, elle fait vivre une expérience aux familles, aux groupes d'amis qui est très particulière, très forte. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des valeurs qui soient communiquées dans ces parcs-là à l'insu des visiteurs. Est-ce que c'est une crainte que vous avez ou pas du tout? Parce que véhiculer des valeurs, Philippe de Villiers le revendique, aussi. Créateur du Puy du Fou. Autour du roman national. Pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce soit forcément au tourisme à inculquer des valeurs. Que le tourisme s'appuie effectivement sur un ensemble de valeurs, c'est très bien, mais je pense qu'il ne faut pas non plus trop charger la barque du tourisme qui obéit à d'autres impératifs qui sont ceux de la rentabilité et du marché. Il y a un marché effectivement pour Dragon Ball et je comprends tout à fait qu'on veuille l'exploiter. C'est pour ça que ça ne me paraît pas l'argument de contestation le plus fort du projet. Je pense que là où je trouve qu'il y a
un vrai problème, c'est dans la vulnérabilité ou la dépendance que cela contribue à accentuer vis-à-vis des marchés extérieurs. Parce que l'histoire récente du tourisme, en particulier du Covid, a montré notre fragilité. Et la prochaine pandémie, elle arrivera et on sait qu'elle est déjà presque programmée. Je veux dire que nous sommes les virus circulent dans les avions que nous prenons et qui sont de plus en plus nombreux. Donc on voit aussi la guerre en Iran nous montre une fragilité géopolitique qui a quand même perturbé pas mal, notamment les transports aériens dans le monde et les approvisionnements en kérosène. Donc, plus nous rentrons dans une logique de ce type, et moins nous préparons l'avenir à long terme. Encore une fois, l'essentiel des visiteurs des parcs de loisirs en France sont français ou européens. Donc, oui, je suis d'accord avec certains éléments, mais on est quand même avant tout sur un grand marché intérieur européen. La majorité des gens viennent en voiture parce que c'est en famille, ils viennent en train. L'usage de l'avion pour venir dans un parc de loisirs est marginal. Est-ce que ça nous sectorise, ça segmente un peu? Regardez ce que dit Jérôme Fourquet, le directeur du pôle opinion et stratégie d'entreprise de l'IFOP. Avec le parc Dragon Ball, la France accepte son destin de parc d'attractions géant du village planétaire. Voilà, on se spécialise. Mais, vous trouvez que pardon, est-ce que la création ou le développement des parcs de loisirs a enlevé la moindre usine en France? Depuis 30 ans, la France perd des usines, c'est pas à cause du tourisme. À l'inverse, on travaille dans plein de pays pour lesquels le tourisme, c'est une manière de faire valoir son attractivité, de faire valoir son développement économique. Donc s'il y a des industrialisations, ça peut venir compenser cette désindustrialisation. Il faut s'en féliciter. Oui, moi je pense qu'il faut s'en féliciter dans le sens où ça dynamise un territoire, malgré tout. Alors, la France va pas devenir va pas devenir Orlando, quoi. On a une attractivité touristique. Pourquoi Orlando? Rappelez pourquoi parce vous évoquez que Orlando. pour le coup, c'est une ville qui est très connue à cause de la multiplicité des de parcs dans cette ville. La France, c'est un territoire qui est riche sur le plan touristique parce qu'on a des paysages, parce qu'on a cet art de vivre que tous les visiteurs viennent voir. Et finalement, les parcs d'attractions, c'est plus une étape. En fait, c'est un moyen de divertissement. C'est une expérience au milieu d'autres. Pourquoi, Rémi Campus, ne serait pas durable, ces parcs? Pourquoi ce ne serait pas écologiquement viable? Et peut-être qu'ils peuvent le faire bien, c'est pas tellement les parcs que la clientèle. Or, je suis d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, à l'heure actuelle, la grande clientèle internationale est minoritaire dans une bonne partie de ces parcs. Mais là, ce projet fait clairement référence à des clientèles venues de l'extérieur et notamment d'Asie. Donc c'est là que le problème se pose effectivement. Et là, on est dans autre chose. Alors, s'y ajoute aussi une autre considération qui, je pense, émeut un peu les professionnels du secteur, c'est qu'on ne sait pas si le secteur arrivera à éponger finalement toute la clientèle, tout le marché, toute l'offre qui sera mise en matière de parcs d'attractions. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, les responsables de Disneyland ou d'Astérix en Ile-de-France doivent commencer à se poser des questions. D'accord, très bien. Écoutez, ce sera sur cet inconnu, ce sera la conclusion de notre débat. On en reparlera dans 9 ans ou 8 ans quand ce parc géant ouvrira à la place de Mirapolis. Merci à tous les trois d'avoir participé au débat.